aujourd'hui, on m'a demandé de venir vous parler de mon travail. Moi, je suis avant tout slameuse. Donc, le slam, qu'est-ce que c'est? C'est simplement de la poésie orale. J'écris depuis l'adolescence, depuis que j'ai 13 ou 14 ans, notamment grâce à une prof de français qui nous avait fait faire un recueil de poésie. J'étais, je pense, en deuxième ou troisième secondaire. Et depuis cet exercice que j'avais dû faire au cours de français, j'ai jamais arrêté d'écrire, j'adorais ça. Après, l'écriture, c'était vraiment quelque chose pour moi de secret. C'était mon petit jardin secret. Personne pratiquement ne savait que j'aimais écrire. Et j'ai commencé des études en littérature française et romane à Namur. Et ces études m'ont plutôt bloquée, plutôt freinée dans mon écriture, puisque j'étais assez complexée par rapport aux grands auteurs qu'on me faisait lire à l'école. Et ce qui m'a vraiment redonné le goût de l'écriture et puis l'envie de monter sur scène, c'est mon arrivée à Bruxelles pour terminer mes études, donc pour faire mon master. Et là, j'ai découvert un artiste que je pense que vous devez maintenant tous connaître, Gaël Faye, qui a écrit Petit Pays, qui a gagné le concours des lycéens cette année. Et donc voilà, Gaël Faye vient à la base du rap et du slam. Donc j'ai découvert les textes de Gaël. Il a un texte qui s'appelle également Petit Pays, un texte qui s'appelle Métis. Et c'est vraiment, voilà, moi ça a été une révélation parce que les thématiques qu'il aborde, il a grandi au Burundi, ma maman est métisse burundaise, il a des origines rwandaises, je suis liée aussi au Rwanda par mon passé familial. Et donc vraiment, ça a été une révélation pour moi. Et du coup, je me suis demandé qu'est-ce que c'était le slam. Je me suis renseignée, j'ai vu sur Internet. Donc c'est une sorte de sport de poésie, le slam. Ça a été créé il y a une trentaine d'années à Chicago par un homme qui s'appelle Mark Smith et qui s'est rendu compte que la poésie était totalement délaissée par les jeunes, que le mot même simplement de poésie ou de poète pouvait faire peur. Quand on a 20 ans, il y a peu de gens qui ont envie de se dire poète. Dans les soirées de poésie aussi, on remarquait que le public n'était pas toujours très jeune, que c'était pas toujours très dynamique non plus. Et donc le slam à la base, c'est un sport, donc ça a des règles. Normalement c'est 3 minutes, pas plus que 3 minutes, c'est a cappella, on ne peut pas avoir d'accessoires. Et dans le public, on choisit au hasard des jurés qui vont mettre des points pour chaque poète. Et à la fin de la soirée, on choisit les grands vainqueurs selon leurs résultats. Et donc j'ai découvert ça et je suis allée à ma toute première soirée slam. À la base, je me suis dit, je vais juste aller pour voir, je vais aller écouter, je vais voir comment ça se passe. J'avais mon texte dans mon sac. Et puis finalement, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Je me suis lancée, j'avais les mains qui tremblaient, la voix qui tremblait, j'étais extrêmement stressée. Et le tout premier texte que j'ai fait, je pense que voilà, c'est très lié à mon histoire, c'est un texte qui s'appelle Mutama. Mutama, au Burundi, ça veut dire le vieux, le sage. Et c'est vraiment, j'ai senti que j'avais toute cette histoire à raconter, et donc pour moi, c'était la première chose à raconter. Je vais vous faire ce texte. Mutama, 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 Mutama. Ta mort a ravivé la faille, réveillé quelque chose en moi. Un soleil brûle dans mes entrailles. J'ai cessé d'avoir froid. Depuis qu'il y a un peu de toi dans chacun de mes pas. Mutama, Mutama. Les liens que l'on croyait éteints ne sont jamais perdus, car il existe des chemins que personne ne soupçonnait plus. Maman ne veut plus voir ce pays qui trop souvent saigne. Sans entrevoir d'espoir, elle ne peut accepter la scène. Mais ton départ a fait vibrer le fil, corde sensible des racines, l'envie de voir le côté pile et de franchir la ligne. Babou, tu as mis dans mon sang un peu de ce pays, tu as mis dans le vent les restes de ta vie. Et je viens les cueillir, les chercher à la source. Je dois cesser de fuir pour poursuivre ma course. Et là où maman ne voyait que les collines de la désolation, moi j'y ai appris à aimer d'un amour profond. J'ai dû tout oublier, tout ce que je pensais savoir. Arrivée, je me suis vidée pour pouvoir recevoir. Je suis venue chercher le plus bel héritage, un pays tout entier, une culture en partage. Et Babou, si tu n'es plus là finalement, qu'importe, puisque grâce à toi j'ai ouvert la porte. Ils étaient de l'autre côté. À travers eux, c'est moi que j'ai trouvé du ciment dans mes creux. Car de lointains cousins, ils sont devenus frères et sœurs. L'encre de mon destin s'est plantée au fond de leur cœur. Je voudrais connaître leurs mots, leurs goûts et leurs peines. À la source, boire l'eau, n'en être jamais pleine, tu sais. Tu sais, leurs yeux pétillent quand ils me voient venir. Je découvre ta vie grâce à leurs souvenirs. Chacun est un cadeau.
un cadeau que ta perte m'a laissé. Ils sont comme des ruisseaux qui retracent ton passé. Babou, Babou, je suis allée à Bouradza, sur la parcelle qui t'a vu naître, et j'ai bu du vin de banane en regardant tes vaches paîtres. Devenu accro à tes collines, Babou, si tu me voyais, j'aime me laver à la bassine et traire les encolées. Je brûle à la flamme de leurs yeux, je suis devenue la Muzungu, leurs doigts dans mes cheveux, sur ma peau, dans mon cou peut-être. Peut-être fallait-il que tu partes, pour qu'enfin mes yeux s'ouvrent. Ce voyage sans carte, c'est ma vie qu'il recouvre. Je n'étais qu'une page blanche, sans un mot, sans histoire. Je n'étais qu'une petite blanche qui avait peur du noir. Je suis devenue leur fille. J'ignorais qu'ils m'attendaient, que sur ma vie, leurs bras se refermeraient. Je le sais maintenant et chaque jour je marche, j'écoute, je vois, j'apprends sur la terre rouge du patriarche. Tu es mon côté pile, mon côté noir, et je suis le fil qui recoue ton histoire. Moutam, 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 Moutam. Ta mort a ravivé la faille, réveillé quelque chose en moi. Un soleil brûle dans mes entrailles. J'ai cessé d'avoir froid. Depuis qu'il y a un peu de toi dans chacun de mes pas. Moutam, Moutam. Voilà, ça c'est le tout premier texte. Ça c'est le tout premier texte que j'ai déclamé en public. Et voilà, j'avais vraiment toute cette question des origines et du passé familial qui me travaillait beaucoup. Donc c'est vraiment les premières thématiques, les premiers textes que j'ai développés, c'était sur ce sujet-là, parce que je suis très mélangée, et comme j'ai l'habitude de le dire, je suis une vraie Belge, parce que je suis un pur produit de l'immigration belge. J'ai des origines italiennes, des origines africaines, et je suis belge également. Donc mon deuxième texte, c'est voilà, aussi un texte qui parle de ça. Vraiment, mes premiers textes étaient beaucoup dans ce questionnement de la découverte des racines, parce que moi je ne parle pas le Kirundi, je ne parle pas l'espagnol. J'ai découvert le Burundi pour la première fois, j'avais 15 ans, puis j'y suis retournée plusieurs fois depuis. Mais j'ai vraiment eu l'impression que je devais, un peu comme une enquête policière, ou comme je devais aller rechercher les morceaux et apprendre mon histoire de la bouche des gens qui pouvaient me l'apprendre. Donc ce deuxième texte s'appelle Années 60. Je suis l'enfant des alcooliques, des immigrés mélancoliques. Un enfant sans passé, une marionnette sans fil, un pantin désarticulé, sans face ni profil. Je suis née ici, mais fille d'exil. Je suis départs et au revoir, vie qui s'efface sans trace, migration sans bruit, sans histoire, qui ne trouvent pas leur place. Je suis l'enfant amnésique d'une lignée sans mémoire. Mon patrimoine historique tient dans un mouchoir. Défaut d'hérédité prémédité. Grand-père muets et exilés, grand-mère folles et absentes. L'histoire ne peut se raconter qu'à partir des années 60. Années 60. Années 60. Années 60, je suis l'Afrique des indépendances, du travail et de la droiture, celle qui croyait avoir sa chance mais s'est vendue aux dictatures. Je suis l'Afrique qui crève mais décroche des bourses. Je suis celui dont les rêves meurent avant la fin de la course, car je suis aussi cette Belge écervelée, se libérant de parents trop stricts, qui, quand la bière a trop coulé, apprécie la drague exotique. Je suis celle qui rêvait de liberté, à peine sortie de sa campagne, et qui se retrouve enchaînée, déjà mère et compagne. Devenue la femme du noir, je suis celle qui essaye d'y croire. Années 60. Années 60, grossesse non désirée. Ma mère est née de ces jeunesses en cendres qui ont dû se marier sans que rien ne les rassemble. Ma mère, cet enfant amputé d'une moitié d'identité, à jamais handicapé puisqu'on l'a voulu intégrer. Je suis cette Afrique diluée dans des couples sans amour, semant des enfants café au lait qui se cherchent toujours. Années 60. Années 60, autre branche de l'autre côté de la Sambre. Je suis noir charbon, comme l'est la patrie, la vie et la maison des exilés de l'Italie. Je suis la cité ouvrière, celle qui a mis son manteau gris. Je suis le fils du prolétaire, celui qui rêve de l'Italie.
Fini de descendre à la mine, on a fermé un monde, il me reste l'usine et puis cette belle blonde car je suis aussi une blonde hystérique, jolie danseuse étoile, élevée parmi les alcooliques, mon seul titre est reine du bal. J'ai cru tromper le gris du ciel dans les bras d'un bel Italien, mais je suis une femme infidèle et il a le sang des latins. Sirène coincée dans sa piscine, se cognant contre les parois, qui ne connaît que l'aspirine des lendemains de gueule de bois. Années 60. Années 60, mon père est cet enfant perdu, privé de sa mère adultère au cours d'un divorce vendu à la violence de son père. Années 60. Années 60. Et moi, aujourd'hui, qui ne connais que les terribles, qui ne connais pas l'Italie, née ici mais fille d'exil. Je suis rencontre clandestine entre jeunes gens sans oseille, je suis l'arbre sans racines d'un pays sans soleil. La demandeuse d'asile, sans patrie ni drapeau, qui pousse en exil sans même une couleur de peau. Mes branches se balancent, ni blanches, ni brunes, ni noires, mais de toutes les nuances. Je suis l'arbre bâtard. J'ai le noir de l'ébène qui danse au creux de mes reins, coule dans mes veines et vient battre contre mes seins. J'ai la langue latine qui ne trouve pas ses mots. Quand le froid m'assassine, je la réchauffe au goulot. Une voix que rien ne forge, aux langues égarées, restées coincées au fond des gorges, muette logorée. Je suis l'enfant des alcooliques, des immigrés mélancoliques. Entre les muets et les morts, je suis l'éternelle clandestine, comme un bateau sans port, comme un arbre sans race. Voilà, donc mes premiers textes exploraient vraiment toutes ces questions-là. Des origines qui étaient ressenties comme un manque. Et après, avec mon installation à Bruxelles et puis mes débuts dans le milieu professionnel, j'ai eu envie d'aborder d'autres thématiques. Et donc, moi, je suis devenue formatrice en alphabétisation. Et dans ma classe, j'ai rencontré des adultes de beaucoup d'origines différentes qui venaient à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Et ces cours-là se donnent à Scarbeck. Et donc, je travaillais depuis 2 ans quand j'ai vu, et je faisais du slam en même temps, et quand j'ai vu un appel à projet de l'Espace Mag, qui est une salle qui est près de la Grand Place, et qui proposait aux jeunes artistes qui n'ont jamais créé un spectacle, enfin vraiment un spectacle complet, un coup de pouce, les locaux pour avoir des résidences, un petit peu de moyens, etc. Et donc j'ai remis un projet que j'ai vraiment réfléchi en une semaine, où je me suis dit que je voulais raconter dans un spectacle ma découverte de Scarbeck et des quartiers populaires de Bruxelles, vu que moi je viens de la campagne, je viens de Namur, d'un tout petit village où il n'y a pas une librairie, il n'y a pas une boulangerie, une école primaire où on est 3 années par classe et on est 15 enfants pour première, deuxième, troisième primaire. Donc j'ai toujours été vraiment entourée de nature, dans les champs, près des fermes. Mon papa est agriculteur. Et la découverte de Bruxelles, pour moi, ça a vraiment été un choc au début, avec l'ULB, où j'ai pas vraiment trouvé ma place, surtout que je suis arrivée en master, donc pour la fin de mes études. Et c'est vraiment dans ces quartiers populaires, comme Scarbeck, comme Molenbeek, où petit à petit, j'ai commencé à me sentir bien et à me sentir chez moi, et à retrouver surtout du lien social. Et c'est ce qui me manquait beaucoup à Bruxelles. Voilà, des magasins où on se dit bonjour, où on se demande comment ça va. Des endroits, voilà, l'endroit où je reviens manger le midi, on me connaît, on discute. Et puis du coup, mes élèves aussi, que je croise régulièrement dans les transports en commun, dans la rue, avec lesquels je parle, et où j'ai vraiment recommencé à me sentir appartenir à quelque chose, après ces moments où je me sentais complètement perdue dans cette grande ville. Et donc, j'ai décidé de créer le spectacle Tram 25, qu'on a déjà joué plusieurs fois aux Beaux-Arts. Ici, on était vendredi à la Maison des Cultures de Molenbeek. Et j'ai demandé à Picho qui est rappeur, mais qui est devenu maintenant comédien et acteur, de gérer la mise en scène et vraiment d'être le directeur artistique du spectacle. Donc dans ce spectacle, il y a 3 musiciens. Il y a Fabrice de Vienne, un parisien jazzman qui a composé toute la musique. Il y a un bassiste et il y a une batterie. Il y a également un écran
derrière moi sur lequel sont projetées des photos d'un collectif bruxellois, Krasny. Et l'idée, c'était vraiment de montrer les différences qu'il peut y avoir à Bruxelles entre certains quartiers et d'autres. Et donc tram 25, parce que c'est le tram que je prenais d'abord pour aller vers l'ULB, vers XL et plutôt vers les beaux quartiers. Et puis j'ai continué à prendre le même train, mais dans l'autre sens pour descendre vers Schaerbeek, vers la gare du Nord et vers les quartiers plus populaires. En plus, quand j'ai créé ce spectacle, j'avais 25 ans, donc tram 25, ça tombait vraiment bien. Et avec voilà, l'écriture de ce spectacle, j'ai vraiment eu envie de me tourner aussi vers les autres et vers la ville, et plus seulement être dans l'introspection et dans le questionnement identitaire. Et donc, là, on va faire ma classe. On va imaginer que ma classe est ici. Chut, silence, on se concentre, on regarde bien les images et on entoure seulement celles dans lesquelles on entend le son « en ». Attention, je rappelle qu'on commence toujours par le haut de la page. Voilà, comme ça. Très bien. Dites-moi, c'est comment la vie quand on ne sait pas lire? Quand personne vous a appris et qu'on habite en ville? Quand on ne prend pas les transports, qu'on ne reconnaît pas la ligne? Quand on navigue pas sur le net mais sur les problèmes administratifs? Comment? Quand les courriers, les factures, c'est ton gosse qui te les explique. C'est comment la vie quand on ne sait pas lire? Pour oser retourner à l'école, dites-moi, quelle force faut-il pour oser franchir la porte, s'armer d'un bic, pour arrêter de mentir aux autres, de se dire presbyte? Quelle force! Quelle force! Non, Gulda, j'ai dit qu'il fallait entourer, pas découper. Ça va? Je te donne une autre feuille. Voilà. Oui, Karim? Je ne sais pas, tu entends « en » dans « ballon »,« ballon ». Ok. Oui, c'est toi qui as raison. Ça, c'est un banc, comme au parc. Pas une chaise, un banc, donc, voilà, très bien. Dans ma classe, il y a Boubacar, qui ne comprend pas la différence entre au-dessus et en dessous. Et c'est comme ça depuis le début. Jamila, qui ne reconnaît jamais les lettres une fois écrites en majuscule. Et le mari de Diana, penché, qui recopie sur elle la moindre virgule. Il y a Marcella, ses dents en or, ses bagues aux doigts, ses longues jupes qui volent dans un parfum de tabac. Toujours absente et pourtant une des plus douées de la classe. Toujours un enfant malade et la course au certificat. Puis Mariama qui m'a dit le premier jour en m'attrapant la manche d'une main tremblante, « Madame, moi c'est ma toute première fois à l'école. » Au début, elle mettait toujours la colle du mauvais côté de la feuille. Ça va mieux, mais il y a des mots qu'elle reste incapable de prononcer comme écureuil. Atina, elle parle toute seule et elle s'assied toujours au premier rang. Ahmed, lui, m'apporte à chaque pause un biscuit et un thé brûlant. Dans ma classe, ça prend du temps, mais on finit tous par se comprendre au final. Le déterminant se détache du nom et les mots entrent dans des cases. Au commencement était le verbe, alors on le souligne dans nos phrases. Être plutôt qu'avoir. On apprend les histoires qu'ils raconteront à leurs enfants le soir. Dans ma classe, les courbes se tracent, les sons se déchiffrent, tout doucement, petit à petit. Les signes prennent sens jusqu'à faire du bruit, jusqu'à prendre vie. Mes élèves sont tous plus vieux que moi. Ils ont bien plus d'expérience. Pourtant, ils m'écoutent, polis, respectueux, attentifs, patients, ignorant que ce sont eux qui me donnent des leçons de courage, de persévérance. Dans ma classe, il y a des Serbes, des Peuls, des Roumains, des Arabes, qui découpent de leurs ciseaux maladroits le ciel jusqu'ici trop étroit. Dites-moi, c'est comment la vie quand on ne sait pas lire? Quand personne vous a appris et qu'on habite en ville? Quand on ne prend pas les transports, qu'on ne reconnaît pas la ligne, quand on navigue pas sur le net mais sur les problèmes administratifs? Comment? Quand les courriers, les factures, c'est ton gosse qui te les explique. C'est comment la vie quand on ne sait pas lire? Pour oser retourner à l'école, dites-moi, quelle force faut-il pour oser franchir la porte, s'armer d'un bic, pour arrêter de mentir aux autres, de se dire presbyte? Quelle force! Quelle force! Voilà, donc dans ce spectacle, il y a des textes comme ceci où j'essaye
essaye de vraiment expliquer comment ça se passe dans ma classe et ce que moi j'ai pu y trouver. Il y a des portraits de mes élèves aussi. Il y a des moments où je joue des personnages, il y a des moments où je suis moi-même. Il y a des trajets en tram, il y a des balades dans Schaerbeek. Donc c'est vraiment tout ça que j'ai voulu, mes premières années de travail, c'est tout ça que j'ai voulu mettre dans le spectacle. Donc en parallèle, ma carrière a continué à se développer. J'anime beaucoup d'ateliers d'écriture auprès des jeunes, notamment dans les ASBL, dans les écoles. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel parce que, comme je l'ai dit, si j'ai découvert la poésie et si je m'y suis mise, c'est grâce à un professeur de français. Donc pour moi, la transmission est indispensable et je ne pourrais pas imaginer de faire ce que je fais sans partager ma passion avec des jeunes. Donc les deux vont ensemble. Alors malheureusement, je vais bientôt arrêter l'enseignement parce que ça commence à devenir un peu compliqué de gérer tout en même temps. Et j'ai beaucoup de chance du côté du slam, les choses se développent vraiment très très bien. Donc j'ai pu être invitée à Madagascar 2 fois. J'ai notamment fait l'ouverture du sommet international de la francophonie avec 2 autres slameurs. Donc je me suis retrouvée à slammer devant François Hollande, devant Trudeau, devant les présidents africains. C'était assez impressionnant, mais on était diffusé en direct sur TV5, donc ça a vraiment été une très belle vitrine. Et ça a notamment permis la création de projets comme celui que je viens de terminer, où il y a 10 slameurs qui sont venus de l'étranger, d'Afrique, du Canada, d'Haïti, pour venir faire une résidence ici en Belgique et pour qu'on crée un spectacle tous ensemble. Donc pour moi, il y a vraiment un échange. Je suis invitée à l'étranger, je suis allée au Canada, à La Réunion, mais quand je peux faire venir également des artistes pour se produire ici, pour moi c'est essentiel. Et on a créé également un collectif de slam qui s'appelle Slameke. Et donc on a des micros ouverts au Piano Fabrique à Saint-Gilles, au Théâtre de la Vie à Saint-Josse, au Centre culturel de Schaerbeek, peut-être bientôt à Excel. Donc c'est des micros ouverts où on invite les gens simplement à venir s'inscrire sur une feuille. Ils ont 3 minutes, 4 minutes, et à venir prendre le micro pour déclamer leur texte. Peu importe le niveau, peu importe l'âge, peu importe... voilà, on vient comme on est et on déclame ses textes devant les autres. Et moi, je sais que je pourrais pas passer de ce genre de soirée parce que c'est vraiment ce qui me donne de la force et de l'inspiration. Quand je vois une jeune fille de 17 ans qui monte pour la première fois sur une scène et qui vient déclamer un texte, ça me fait toujours la même émotion. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le slam un milieu d'échange, de partage et une expression de soi et de ce qu'on est. Donc je pense que j'ai fait un bon parcours là. J'ai bien retracé mon petit chemin dans le slam et je vais terminer avec un dernier texte qui est aussi issu du spectacle Tram 25 et qui parle plutôt de moi. Malgré les mines tristes dans le tram, le froid, la routine, malgré les mots qu'on ne se dit pas, les doutes, les soucis, malgré les cœurs trop lourds et les échos dans le vide, les corps en mal d'amour, les égos en repli, à l'intérieur de mon ventre, à l'intérieur de mon ventre, je tente le prodige, là, en dedans, fabriquer du positif. Faire de mes regrets d'hier du fumier où poussent les rêves, garder sur les lèvres le bon goût des bonbons au miel, prendre l'eau du ciel pour m'en nourrir comme la terre, rendre l'obscur clair, devenir le soleil, sentir le vent qui fait danser les arbres sans bruit, qui fait danser les feuilles et les cheveux des filles. Ne plus rester sur le seuil quand l'extérieur m'attire, abandonner le deuil, la peur de rater ma vie. Ne plus craindre le temps, maîtriser les énergies, même glaciales et tranchantes, apprendre à aimer la pluie. Ne plus me vendre, non. Ne plus me vendre pour l'illusion que j'existe. Ne plus attendre, mais créer l'occasion à saisir. Repenser aux enfants, aux lacs, aux collines du Burundi. Repenser à maman, à ses bras, à son sourire. Malgré les tours tristes,
garder la campagne en souvenir, malgré les nuages gris, garder les étoiles dans les tripes, écouter la voix des sages et les phrases qui se méditent, de mon être sans arrêt repousser les limites. Dans la terre, faire pousser mes racines, grandir, inventer des prières que personne ne m'a apprises. À l'intérieur de mon ventre, à l'intérieur de mon ventre, je tente le prodige, là, en dedans, fabriquer du positif. Faire de mes regrets d'hier du fumier où poussent les rêves, garder sur les lèvres le bon goût des bonbons au miel. Quotidiennement, quotidiennement, je creuse plus profond dans la mine, en moi, en dedans. Je cherche les raisons de me réjouir, mais chaque fois qu'un écran s'allume, je les oublie aussi vite. Chaque fois que la musique laisse place aux journalistes, aux images, aux infos, aux zappings, aux articles, aux actualités d'hier et d'aujourd'hui, aux annonces tragiques, meurtres, massacres, viols, génocides. J'ai mal, mais je ne peux pas détourner les pupilles. Comme un jeu masochiste, je regarde, j'écoute, je lis, besoin viscéral de savoir, de me confronter au pire, essayer de comprendre le noir, le sale, l'horreur froide de l'homme qui s'égare, qui s'oublie. Tout a commencé avec le Rwanda. Tout a commencé avec ces mots-là. Hutu, Tutsi, 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 Hutu, Tutsi. 1994, j'ai 3 ans et demi, le journal télé. 1994, maman a envie de vomir. 1994, j'ai 3 ans et demi. 1994, maman pleure son ethnie. 2017, à l'intérieur de mon ventre, j'essaye de fabriquer du positif, mais parfois tout me submerge, me rattrape, les vagues se déchaînent contre mes remparts, se fracassent contre les parois de mon crâne. Adieu ma foi, ma force, mes espoirs, quel est le sens de tout ça, en quoi croire, dites-moi, y a-t-il une justice quelque part, et puis qu'est-ce que je fous là, où est ma place, où est ma place? Je m'enlise dans la bourre, dans l'infini du mal, je vois plus que le triste et puis le sale, dites-moi, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il reste au final? De la colère dans mes pages noires, la vieille migraine d'après les larmes qui s'acharnent et quelques cernes sur mon visage trop pâle. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours où tout s'effondre autour de moi. Il y a des jours où tout s'effondre et moi je traîne mon humanité comme de la boue sur mes talons. En quête de vérité, je dissèque mes doutes, mes questions. En quête limitée, colère, dégoût, frustration, fatiguée, je me perds, j'échoue, je renonce. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours où tout s'effondre autour de moi. Il y a des jours où tout s'effondre et moi, à l'intérieur de mon ventre. À l'intérieur de mon ventre, je tente le prodige, là, en dedans, fabriquer du positif. Faire de mes regrets d'hier du fumier où poussent les rêves, garder sur les lèvres le bon goût des bonbons au miel, prendre l'eau du ciel pour m'en nourrir comme la terre, rendre l'obscur clair, devenir le soleil. Tous les souffles se reprennent, tous les sanglots s'éteignent, toutes les mers se retirent pour découvrir la berge, toutes les tempêtes passent, tous les calmes reviennent, tous les nœuds se relâchent, tous les espoirs renaissent, même au fond de mon ventre creux, il me reste la force de lutter, même dans la brume de mes yeux, j'arrive encore à y voir clair. Une fois bien lessivée, alors mon âme peut se rappeler qui je suis, d'où je viens, qui j'étais, où je vais. Mon âme peut se rappeler, mon âme peut se rappeler. Je suis, je suis, je suis, je suis. Je suis celui qui tue pour une croyance ou une couleur de peau, le corps de ce migrant qu'on repêche au fond de l'eau. Le manifestant qui pleure sous les gaz lacrymaux, l'innocent qui sanglote seul au fond de son cachot, et cet homme qui viole avec la pointe de son couteau.
Je suis celui qui crucifie un enfant. Je suis pédophile, bourreau. Je suis ce toxico qui ne vit que pour la prochaine dose. Je suis ce terroriste qui explose dans le métro. Je suis ce politicien qui ne répand plus que la haine de l'autre, la balle perdue, l'erreur dans l'équation, la faute, l'artiste qui réinvente le monde à sa sauce. Je suis l'hôpital qui s'écroule sous les bombes et cet homme qui marche seul sur les décombres. J'ai dénoncé mes amis, trahi mes compagnons, fait exciser ma fille au nom de la tradition, reporté mes vices et mes blessures sur la prochaine génération. J'ai tendu la main à se rester dans l'ombre. Je suis, je suis, je suis. Je suis ce qu'il y a de meilleur et de pire. Le bourreau, la victime, le beau, le bien, le sale, le mal. Mon âme se rappelle, mon âme se rappelle. Je ne suis que ce choix que m'a offert le ciel. Mon âme se rappelle, mon âme se rappelle. Je suis cet autre que je déteste. Je suis cet autre que j'aime. Mon âme se rappelle, mon âme se rappelle. Mon âme a ses souvenirs qui lui donnent des racines et des ailes. Merci beaucoup, merci pour votre écoute. Voilà, donc normalement ce sont des textes qui sont mis en musique, avec de l'animation, sur certains il y a des danseuses aussi. Et le spectacle Tram 25, là on a fait la dernière date vendredi, on fait une pause jusqu'au mois de mai où il y a l'album qui va sortir, on a enregistré tous les titres en studio et on va préparer un coffret avec les textes, avec des photos, avec l'album et qui sera disponible en mai. Et donc on va reprendre les concerts avec Tram 25 à partir du mois de mai. Et voilà, si vous êtes sur Facebook, il y a toutes les infos sur ma page Facebook, c'est Joy Slap. Je pense qu'on peut passer aux questions. Merci beaucoup. Je sais pas si on entend. On va prendre une chaise, oui. Je suis beaucoup. Ou le pouf. Ou les poufs, oui, comme tu veux. Merci beaucoup. En tout cas, merci infiniment vraiment de nous avoir réveillés en ce lendemain, en ce dimanche où on passe à l'heure d'été, mais nous réveiller surtout au monde à ce qu'on oublie souvent parce que, en tout cas moi personnellement, on vit à Bruxelles et les jours passent et puis des choses qu'on laisse passer, puis vous arrivez à pointer comme ça de façon belle, de façon juste, des choses qu'on oublie un petit peu dans tout ce que vous dites. Alors moi, ce que je voudrais comprendre, c'est par rapport notamment au dernier texte, comment vous arrivez à... Parce que c'est très, il y a des choses extrêmement intimes, comment vous arrivez à donner ça au public, puisque vous racontez que vous êtes en spectacle souvent. Oui. Comment vous passez cette rampe de l'intime au Oui, c'est un vrai travail, parce qu'à la base, vraiment, quand j'écris, je suis complètement dans ma bulle et complètement... isolée du monde, j'ai vraiment l'impression d'être renfermée sur moi-même. C'est solitaire l'écriture. Voilà, ouais, complètement. Et après, il y a ce passage de transmettre au public et voilà, on se dit écrire un texte, si on vient le faire en bégayant, en tremblant, en lisant sa feuille, en se trompant, les gens vont décrocher, vont être moins pris. Et donc ça a vraiment été le travail que Pichot m'a fait faire, surtout lui, parce qu'il a vraiment cette expertise en venant du rap plutôt musical, mais comme il est également acteur et comédien, vraiment ce travail du jeu. Et donc pendant la création du spectacle Tram 25, pendant 3 semaines, on a travaillé ensemble et il me faisait répéter, vraiment faire des exercices de théâtre. Moi, j'avais jamais fait de théâtre avant ça et j'ai pris goût au fait de jouer. C'est pour ça que dans le spectacle, je me suis autorisée des choses que j'aurais jamais pensé faire, comme jouer des personnages, prendre des accents, prendre des attitudes qui ne sont pas les miennes et aller vraiment à fond là-dedans. Donc ça a été une découverte totale pour moi et c'est ça que j'ai aimé avec le slam, c'est que moi j'avais l'écriture et avec ça j'ai découvert la musique à laquelle je connaissais rien du tout, j'ai découvert les techniques théâtrales de jeu auxquelles je connaissais rien, j'ai fait plein de rencontres comme ça vers d'autres disciplines, il y a des danseuses qui travaillent avec moi dans le spectacle, qui m'aident aussi parfois pour les déplacements, la mise en geste. Des graphistes. Voilà, il y a un graphiste.
On m'a demandé de faire également un générique pour un court-métrage, donc toutes des choses auxquelles j'aurais jamais pensé toucher un jour, et c'est ça que je trouve très beau dans le slam, c'est que ça peut se mêler avec plein de choses, c'est pas fermé comme peuvent l'être certaines disciplines. Donc voilà, ça je dirais que c'est vraiment Pitcho qui m'a beaucoup aidée, et avant j'étais extrêmement stressée chaque fois que je devais aller sur scène. J'avais vraiment le cœur qui s'emballe, les mains qui tremblent, j'oubliais souvent des morceaux de texte parce que j'étais trop stressée. Et après ces 3 semaines de résidence qui ont eu lieu l'année passée, j'ai eu pour la première fois, je suis montée sur scène et je me suis dit, où est mon stress? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, il manque quelque chose vraiment, et ça m'a vraiment perturbée. Et je me suis rendu compte que voilà, pour les premières fois, j'étais à l'aise sur scène, je pouvais être comme à la maison. Si je voulais prendre un peu de temps pour parler, je pouvais. Si je pouvais laisser un silence, ça a été un grand apprentissage, le silence. Parce que quand on est stressé, je suis très bavarde et je parle très vite. Donc j'avais tendance à enchaîner mes textes en parlant très vite, et parfois les gens avaient du mal à suivre. Donc apprendre qu'on peut laisser un silence, qu'on peut laisser du temps, reprendre après. Donc oui, tout ça, ça a été un travail. Est-ce que le rythme du slam, de la récitation du slam, si je puis dire, un petit peu comme Abdel Malik pour le plus connu, en tout cas chez nous, est-ce que ça aide à retenir les textes, à rentrer dans le texte? C'est comme des vagues comme ça qui se déroulent. Oui, c'est sûr. Non, ça c'est sûr que ça aide. Et puis il y a tous les jeux sur les sons, sur les mots et tout ça qui peuvent aider aussi. Comment en rap où ça rebondit souvent sur ce qu'on. Tu appuies sur certains mots par exemple et toujours les mêmes à chaque fois? Il y en a, oui. Il y en a, oui. Parfois ça peut être différent d'une fois à l'autre, mais j'ai des repères dans ma tête où je sais que quand je dis ce mot-là, il y a celui-là qui arrive après. Et donc voilà, mais le spectacle c'est 1h10 de show, et voilà, j'ai tous les textes dans la tête. T'as pas de compteur? Non, sans compteur, sans souffleur, sans texte à lire. Donc c'est bien, c'est un bon exercice pour continuer à travailler sa mémoire quand on a fini les études. Alors au-delà de la technique, ma question c'était l'intimité, comment elle passe la rampe, mais aussi voilà, comment tu arrives à dire tout ce que tu as en toi. On a bien compris les blessures de l'enfance, les moments qui ne sont pas tout à fait cicatrisés, qui ressortent. En fait, voilà, ça c'est vraiment grâce au retour du public, parce que par exemple un texte comme Années 60, je le faisais jamais sur scène, et je m'imaginais pas du tout le faire sur scène parce que je le trouvais tellement intime, tellement personnel, que je me disais personne ne va se reconnaître là-dedans. Je parle de mes grands-mères, de mes grands-pères. Pour moi c'était vraiment, je m'étais amusée à raconter mon histoire personnelle, et je voyais pas comment ça allait pouvoir toucher des gens. Et c'est Rosa, parce que j'ai gagné le prix Parole urbaine, donc c'est un prix Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc Rosa m'avait demandé de venir une fois la voir avec mes textes, et je lui ai déclamé plusieurs de mes textes. Et elle a adoré celui-là, et elle m'a dit non mais celui-là tu dois absolument le faire, il est très beau, il va parler à beaucoup de gens. Et moi j'étais vraiment sceptique, et c'est après l'avoir fait sur scène que j'ai été tellement étonnée des retours des gens de tous les âges, et voilà, des personnes notamment plus âgées qui disaient moi, quand tu as raconté ton texte, j'ai revu les années 60, j'ai revu cette période, j'ai revu des histoires de famille, des gens que je connais, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait ça parlait aux gens. Et ça a vraiment été un déclic pour moi, de m'autoriser à livrer des choses extrêmement personnelles où j'avais l'impression qu'elles n'allaient intéresser que moi-même, et de me rendre compte qu'en fait ça pouvait toucher le public, ça pouvait toucher des gens même parfois avec lesquels j'ai l'impression que j'ai rien à voir à la base. J'ai un texte qui s'appelle Génération Lumumba qui parle de la colonisation, et voilà, j'ai eu des Belges, et pourtant il est très dur ce texte, et j'ai eu des Belges qui étaient présents au Congo au moment de la colonisation, qui sont venus parler et qui m'ont dit que vraiment ça les touchait, et qu'ils avaient toujours trouvé que ce qui s'était passé avec Lumumba c'était pas normal, etc. Donc vraiment se rendre compte que même si je suis en train de raconter l'histoire de ma grand-mère ou de ma maman, d'autres personnes peuvent avoir vécu des choses similaires ou connaître des situations semblables, et que ça peut leur parler. Donc moi ça a été vraiment le déclic avec ce texte-là, Années 60, où j'ai commencé à m'autoriser à parler de choses comme ça en public, et à ne pas avoir cette gêne ou ce complexe toujours de me dire qui ça va intéresser, pourquoi je vais aller leur raconter ma vie. C'est toujours ça, on se dit mais je vais aller raconter toute ma vie aux gens, alors que parfois aussi on se rend compte que beaucoup de gens ne comprennent pas que c'est ma vie, et donc ça aussi ça aide à avoir du détachement, où on se rend compte qu'en fait aussi, tout à fait. Ou alors j'ai eu beaucoup de fois des moments où voilà, je venais faire ces textes-là, j'étais extrêmement stressée et tracassée de venir livrer quelque chose d'aussi personnel,
Et quand j'avais fini, il y a des personnes qui venaient voir et qui me disaient « C'est qui a écrit ton texte? Qui a écrit le texte que tu as déclaré ?» Ça m'est arrivé très souvent. Et donc là, je me dis « Waouh !» Donc en fait, les gens peuvent tout autant me prendre pour quelqu'un qui déclame un texte de quelqu'un d'autre. Et ça aide aussi, mine de rien, à prendre de la distance et à se dire en fait, bon, les gens ne savent pas forcément que je suis en train de raconter. Peut-être parce que le texte, à un moment donné, les écrivains qui sont aussi le savent, ne t'appartient plus, quoi, et ça devient une espèce d'objet qu'on peut partager, et finalement, l'auteur est derrière. Là, c'est comme quand on sent un tableau ou on écoute une musique. Oui, voilà, les gens le réinterprètent à leur manière. Ouais. Tout à fait. Tes élèves, ça c'était un bon moment aussi. Ils viennent voir tes spectacles et comment ils ressentent ça? Non, je ne les ai pas encore invités à voir le spectacle. Déjà parce que c'est en soirée souvent et qu'à l'école c'est en journée, ils ont des enfants, il y a des familles nombreuses et tout ça, donc c'est assez difficile pour eux. Mais pour la release, quand on va organiser le concert pour la sortie de l'album, là c'est sûr que je vais les inviter. Après c'est pas facile pour moi parce que j'ai pas envie de tout mélanger et j'ai pas envie d'être slameuse quand je suis à l'école et que je suis prof. Enfin, parfois c'est un peu difficile de trouver les limites, mais après il y en a parfois qui disent voilà, je vous ai vu à la télé, je vous ai entendu à la radio, donc voilà, je ne le cache pas non plus. Parfois je dois m'absenter aussi parce que je dois aller faire un concert à l'étranger ou quoi, donc je leur dis. Mais j'attendais vraiment, je pense, de me sentir prête parce que il y a vraiment des textes qui parlent d'eux personnellement, il y a des textes où je les joue eux-mêmes, et donc j'avais un peu peur de ce qu'ils allaient pouvoir penser, et je me dis, surtout le fait après de revenir à l'école, je me disais, ils vont plus me voir de la même façon, ils vont se dire que je suis en permanence en train d'écouter ce qu'ils me disent pour pouvoir après le raconter, et j'avais peur de perdre un peu leur confiance ou la bonne relation qu'on avait, mais comme là je vais justement arrêter de travailler à la fin du mois de mai, et qu'il va y avoir la sortie de l'album en mai aussi, je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir les inviter, leur montrer mon travail et de ne pas après me retrouver dans cette position où je serais un peu gênée, où j'aurais peur, voilà, parce qu'ils sont vraiment, comme eux, ils sont démunis dans la vie de tous les jours, ils viennent vraiment me voir avec des choses très personnelles, me raconter leur histoire, me montrer des dossiers d'avocats, des factures, des problèmes, et je me dis, je ne voudrais pas qu'ils arrêtent de faire ça, de peur que j'aille raconter leur histoire, etc. après, quoi. Mais tu t'en inspires de leurs histoires, oui, tes textes, oui, complètement. Oui, ils sont vraiment. Oui. Et il y a une de mes élèves qui est vraiment devenue une amie, Aqua, et j'ai écrit un texte qui s'appelle Aqua et qui rend hommage vraiment aux femmes qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont envie d'essayer. Donc, Aqua, elle n'a pas encore ses papiers, elle vit en Belgique depuis quelques années, et je vais souvent chez elle. Elle a eu un enfant depuis, mais par exemple, elle a sa fille qui est au pays, et qu'elle ne peut pas retourner voir parce qu'elle n'a pas ses papiers. Donc c'est des situations difficiles, mais elle, je lui ai fait écouter la chanson, et c'était vraiment un très très beau moment. Je l'ai même filmée, elle avait le casque sur les oreilles, elle écoutait la chanson, elle a beaucoup pleuré, et là, ça m'a fait du bien parce que j'ai vu qu'elle, en tout cas, elle validait à 100% la démarche. Donc j'ai essayé, voilà, petit à petit, de voir leur réaction parce que ça me faisait peur, et comme j'ai vu que c'était en général assez positif, en mai, je vais les inviter à venir voir le spectacle et qu'ils voient que, voilà, je me suis beaucoup inspirée, même si je ne cite pas les noms en général, sauf Aqua, parce qu'elle a entendu la chanson et qu'elle a validé. Je ne cite pas les noms, mais moi, au début, j'avais vraiment peur qu'ils ressentent ça comme je me suis livrée à quelqu'un et maintenant, ils utilisent mon histoire pour le raconter aux autres. Donc, je n'étais pas toujours très à l'aise avec cette position. Et maintenant que je vois leurs réactions qui sont plutôt positives, ça va mieux. Alors, si tu parles des personnes sans papier, moi, ça me fait penser d'abord à ton nom. Ton vrai nom, c'est Gioia, oui. Qui veut dire joie en italien. Ton nom de scène, c'est Joe, tout le monde t'appelle Joe. Oui, j'ai changé parce que Gioia, le problème, c'est que les gens ne savent pas le prononcer. Et donc, on m'a annoncé sur scène en disant Gioia, Gioia, Goya. Donc, chaque fois, je commençais par dire non, mais en fait, je m'appelle Gioia. Donc, je me suis dit, on va simplifier ça, on va garder le sens. Et j'ai simplifié ça aussi. C'est très joli, Gioia, je trouve. Et ça me fait penser à ce garçon, La Joie, tu as peut-être entendu parler cette semaine. C'est un garçon qui était sans papier, qui était menacé d'expulsion dans une école à Uccle, et puis finalement, le ministre enfin voilà, toute sa situation a changé, il peut finalement rester. Est-ce que tu es attentif, tu as parlé de la télévision, des journalistes, etc. Tu suis ce type d'actualité? Oui, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup d'engagement dans ma vie personnelle, et donc forcément, ça déborde dans l'artistique aussi. Par exemple, pour la question des visas aussi, récemment, moi j'ai poussé de gros coups de gueule parce que la résidence du Bige dont j'ai parlé, où on a accueilli 10 slameurs venus de l'étranger, sur les 10 slameurs, il y a 5 visas qui ont été refusés, donc on devait être 15, et il y a 5 personnes qui ont été refusées, refus de visa, alors que le Bige c'est financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la résidence était financée par l'OIF.
Donc on se rend compte que même une résidence d'artiste qui est organisée et financée par l'État, il y a un autre niveau de pouvoir dans l'État qui peut bloquer les visas. En tout, il faut savoir, moi je l'ai dit parce que je me suis dit c'est pas possible, je ne peux pas rester avec ces informations-là et les personnes du BIJ ne sont pas vraiment dans une bonne position pour le dénoncer. Voilà, mais il y a 10 000 euros de l'État qui ont été perdus parce qu'on doit acheter des billets d'avion, parce qu'on doit faire des frais administratifs, etc. Et puis qu'après les visas sont refusés. Et moi ce qui me révolte d'autant plus, c'est que c'est toujours évidemment l'Afrique. Toujours l'Afrique. Et donc, il y a encore, actuellement ce week-end, il y a un festival d'islam à Mons, il y a 3 Sénégalais encore qui ont été refusés. Donc, on se rend compte vraiment qu'il y a un problème, on se dit comment c'est possible qu'on veuille organiser d'une part un échange entre des artistes, entre des jeunes. La thématique de la résidence, ça nous a quand même fait mal, c'est d'être libres ensemble. Et donc on se dit libre ensemble, où est la liberté ensemble quand on ne peut même pas se réunir pour travailler. Donc c'est vraiment, moi c'est des choses qui me révoltent totalement, surtout quand je vois avec quelle facilité moi je peux voyager, je peux me rendre partout, je peux aller slammer partout. Et puis j'imaginais ces jeunes qui avaient dit à leurs parents, à leur famille, à leurs amis, je vais aller en Europe pour la première fois, je vais aller faire des concerts en Europe, etc. Et puis voilà, ils sont bloqués 2 jours avant par un refus de visa, c'est des choses qui me révoltent. Il y a eu une histoire avec Nati récemment, donc le jeune garçon qui s'est fait poignarder par un chauffeur de Leyde. Donc un garçon d'origine africaine. Le chauffeur l'accusait de ne pas avoir son titre de transport en ordre, alors qu'apparemment finalement son titre de transport était en ordre. Oui, même si c'était le cas. Mais en plus, au-delà de ça, apparemment il était en ordre. Et le chauffeur de Leyde a sorti un couteau et a poignardé ce jeune garçon. Le garçon s'est enfui. Puis il a appelé une ambulance et les policiers sont arrivés, l'ambulance est arrivée. Et qu'est-ce qu'on a fait comme à chaque fois dans cette situation? Les policiers s'en sont pris au jeune garçon qui venait de se faire poignarder au lieu de s'en prendre au chauffeur. Et finalement, comme il y avait beaucoup de trafic et qu'il manquait des chauffeurs, le chauffeur a repris son bus et est reparti, a continué sa tournée tranquillement. Et le pire du pire dans cette histoire, c'est que la maman a mis 1 semaine avant d'avoir le droit de porter plainte. Partout, dans tous les commissariats où elle est allée, personne n'a voulu enregistrer sa plainte. Il a fallu que des associations de citoyens, de militants, viennent des centaines de personnes devant un commissariat pour réclamer que la maman de ce garçon qui s'est fait poignarder par un chauffeur de bus puisse porter plainte. Donc c'est des histoires, quand on voit ce qui s'est passé avec Théo en France, etc., ça semble tellement incroyable à l'époque actuelle. Donc pour moi, c'est des choses dont je suis obligée de parler. Et ça, je le fais plus souvent sous la forme de coups de gueule, avec des vidéos sur Facebook. Où vraiment, voilà, j'écris un texte parfois en une journée, où je me vide sur quelque chose, une question, je lis un article sur le racisme, où je vois quelque chose qui me révolte, j'écris le texte, et puis je prends mon téléphone, je me filme, je m'enregistre, et je balance comme ça ce coup de gueule. Et j'en ai voilà, qui ont été partagés des milliers de fois sur Internet, et je vois que les gens se reconnaissent dans ces questions-là. Ils se reconnaissent parce que ça va au-delà. Est-ce que les mots ont une force? Les mots ont une force, de toute façon, on l'a bien senti aujourd'hui, à travers ce que tu dis. Mais est-ce que ça peut aller plus loin? Est-ce que le slam peut devenir presque j'allais dire une arme, non, un message qui peut porter jusqu'au politique, tu crois? Oui, ben moi, en fait, je ne le crois plus maintenant, j'en suis sûre, parce que je l'ai vu moi-même par mon expérience. D'abord, il y a eu avec le clip Mon Pays, qui est un clip très critique sur la Belgique. Vous pouvez le trouver sur YouTube en tapant Joy, Mon Pays. Donc où je suis vraiment extrêmement critique et où je parle de toutes les choses qui me révoltent, notamment par rapport à la manière dont on traite les musulmans et ce que je vois au travail, etc. Les discriminations qui sont faites en Belgique et puis tout ce système où on a l'impression que tout s'effondre, que ce soit pour les agriculteurs, que ce soit pour les enseignants, pour les gens, les infirmières. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'on voit qu'à plein de niveaux de la société, les choses sont en train de s'écrouler et on se demande si on va laisser les choses s'effondrer comme ça et se déliter comme ça pendant longtemps ou si on va se décider à agir. Donc c'est vraiment un morceau coup de gueule et je devais être programmée pour la fête du Parti Socialiste. Je ne sais plus à quel point, je crois que c'était le 1er mai. Oui, je pense que c'est ça. Et donc en fait c'était une ASBL. Ce 1er mai ici? Non, c'était au moment où j'ai sorti l'année passée. Et c'est une ASBL qui s'occupe de hip-hop à Bruxelles et qui fait des ateliers de rap, de graffiti. Et moi j'avais fait des ateliers de slam avec eux. Ils étaient invités pour cette fête. Et ils voulaient faire une démonstration des différentes disciplines urbaines et des différentes disciplines du hip-hop. Et donc ils m'ont demandé de venir et de faire un extrait du texte Mon Pays. Et tout de suite, on leur a demandé la liste des participants. Et quand on a vu Joy sur la liste, on leur a téléphoné en leur disant « Joy, est-ce que c'est la fille qui a fait le clip Mon Pays ?» Oui, alors c'est hors de question qu'elle vienne. Donc, et qui a appelé
La personne qui organisait cette journée, évidemment, c'est pas directement Loretta Collins, mais c'est la personne qui organisait. Et donc là, moi, j'ai été très étonnée parce que je me suis dit, ah, ils ont vu le clip en fait. Donc je ne pensais pas du tout que c'était le cas. Donc ils ça ont veut dire que les mots ont une force et qu'ils peuvent faire peur. Et moi, enfin voilà, ce que j'ai trouvé très beau surtout, c'est que donc ils ont dit interdiction que je vienne. Et du coup, la SBL Hip Hop a dit alors personne ne vient. Nous, le hip hop, c'est la liberté d'expression, c'est la révolte, etc. Et personne des 10 personnes qui devaient passer, personne n'y allait. Donc j'ai trouvé ça très fort. Ouais, c'est les Arlequins, c'est ça? Oui, non, c'était pas les Arlequins, c'était Alerte Urbaine. Et donc là, je me suis dit, waouh, en fait, mes textes sont écoutés jusqu'aux hommes politiques. Et quand on m'a invité à Madagascar, on était à 3 à faire l'ouverture. Donc là, on était vraiment devant les présidents, tous les présidents de la francophonie. Et on s'est dit, bon, bah, si on a un message à lui faire passer, c'est le moment jamais. Et ce que j'ai trouvé vraiment excellent, c'est qu'on n'a eu aucune restriction, aucune censure. On ne nous a même pas demandé à voir nos textes. Ils sont passés un peu pendant les répètes, ils ont vu ce qu'on faisait. Mais on ne nous a rien demandé. On a parlé de la situation des femmes, on a parlé de racisme, on a parlé de plein de choses. Et on nous a laissé en parler. Alors à la fin, c'est M. Trudeau qui s'est vraiment levé en premier et qui a lancé la standing ovation. Donc on a vu des gens se lever et applaudir alors qu'on se disait, bon, est-ce qu'ils ont vraiment compris ce qu'on est en train de raconter? Parce que dans leur pays, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Mais au moins, on se dit, bon, c'est arrivé jusqu'à leurs oreilles. Voilà. Oui, donc Trudeau, ça va. Bien sûr, lui, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je dis c'est lui qui a lancé. C'est vraiment lui qui s'est levé spontanément. Et puis les autres dirigeants étaient, bon, on va se lever aussi alors. Donc lui, non, vraiment, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur. Et le discours qu'il a fait d'ailleurs était très impressionnant parce qu'il a parlé d'homosexualité devant tous les présidents africains. Je trouvais ça très courageux. Et il a vraiment ciblé son speech là-dessus. Donc on se dit, compris, est-ce qu'ils vont changer quoi que ce soit? Je n'en suis vraiment pas sûre, mais au moins entendu. Et je me dis rien que le fait de se dire qu'on peut être entendu par ces gens-là, c'est déjà énorme. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que pour moi, le slam, c'est la démocratie, parce qu'on s'écoute. Donc une scène slam, tout le monde a 3 minutes, tout le monde a égalité. On vient prendre le micro et on se livre, on essaye de toucher les gens, on essaye qu'ils puissent comprendre ce qu'on veut leur dire, et les gens écoutent pendant ce temps-là et respectent la personne qui est en train de parler. Et je trouve que c'est très important à apprendre aux jeunes à l'époque actuelle. Ouais, et c'est ça qui est très fort dans le slam par rapport à la chanson française, qui veut très bien aussi, mais le slam, on écoute. Là, on a écouté, je crois, ici, tous vos mots du début jusqu'à la fin. Il y a un pouvoir comme ça de transmission extrêmement fort, je trouve. Tout à fait. Et c'est libre, surtout dans la forme. Il y a des gens qui travaillent avec des rythmes, il y a des gens qui font des textes en prose. Il y a des gens qui parlent d'actualité, qui posent des coups de gueule, qui viennent parler d'amour. J'ai vraiment l'impression que tout est possible dans la palette. Voilà. Et moi, quand je vois une jeune fille voilée qui vient sur scène expliquer pourquoi elle porte le voile, je trouve que c'est d'une force incroyable parce que c'est cette voix-là qu'on ne retrouve pas à la télé, qu'on ne retrouve pas dans les médias et qui manque cruellement. Et c'est pour ça, je suis persuadée, c'est pour ça qu'on a tous ces problèmes d'incompréhension parce qu'on est tout le temps en train de parler à la place des gens, on est toujours en train de leur mettre des pensées ou des phrases qui ne sont même pas forcément proches de ce qu'eux ressentent. Et, on parle pour eux, quoi. Exactement, voilà, je trouve. Et moi, je vois des fois des débats sur le voile ou un débat sur le burkini, et il n'y a pas une femme voilée qui est invitée. Donc je trouve que c'est tellement un comble, ça n'a aucun sens. Donc voilà. Souvent des femmes aussi, c'est important. Il y a une forme de féminisme chez toi. Oui, je pense. Voilà, je ne me dis pas féministe parce que je pense que je suis avant tout humaniste, mais les femmes, pour moi, voilà, ont une importance, déjà parce qu'elles m'influencent beaucoup. Quand je suis confrontée à des femmes vraiment que je trouve tellement courageuses, tellement fortes, qui ne se laissent pas abattre, qui ont élevé leurs enfants, je trouve que cette force-là, et surtout en Afrique, moi je dis toujours que l'Afrique c'est les femmes et celles qui portent l'Afrique c'est les femmes, et si l'Afrique se relève un jour, ça sera par les femmes. Parce que c'est vraiment elles qui luttent au quotidien et qui sont beaucoup plus dans une réflexion de mes enfants doivent aller à l'école, je dois nourrir mes enfants. Voilà, d'essayer vraiment de développer des choses durables. En général, c'est des initiatives qui viennent des femmes, et moi, les femmes africaines m'ont tellement impressionnée. Je suis toujours en train de me plaindre de mes petits trucs, etc. Et quand je me suis retrouvée confrontée à certains parcours, à certaines histoires, ça m'a beaucoup remis en question. Et voilà, une forme de féminisme, ça c'est sûr, parce que encore aujourd'hui, que ce soit ici ou que ce soit en Afrique, les femmes sont très souvent encore traitées différemment et mises en dessous. Et ici, je trouve que le problème se voit vraiment dans l'art, dans la culture, où par exemple en slam, moi j'ai fait beaucoup de soirées slam, on était une fille, 2 filles,
et où il y avait des dizaines de garçons qui passaient sur scène. C'est un milieu plus masculin quand même. C'est un milieu plus masculin, le rap, n'en parlons pas parce que c'est encore bien pire que ça. Mais même dans la musique, on le voit, c'est comme s'il y a des instruments qui sont réservés aux hommes, la batterie c'est pour les hommes, la basse c'est pour les hommes. Et donc, quand je vois des femmes, j'ai une amie qui est bassiste, quand je vois une femme qui fait du rap, etc., je trouve ça tellement fort d'oser s'attaquer à un milieu où on sent qu'on n'est pas les bienvenus, parce que le rap c'est encore un milieu très très machiste. Donc, je trouve ça important d'encourager les femmes. Et il y a par exemple Lisette Lombé, qui est pour moi la slameuse belge que j'admire le plus et qui me fait vraiment frissonner et qui me donne des émotions. Donc elle vient de Liège, elle est métisse congolaise, elle a des textes vraiment d'une force. Il y a des textes que j'ai déjà entendus 4-5 fois, je pleure toujours quand elle les déclame. Et elle a créé l'association Elle Slam, donc elle, la lettre L Slam, qui est vraiment consacrée aux femmes et qui repose sur un système de marrainage. Moi j'en fais partie, donc où des slameuses expérimentées viennent soutenir des femmes qui aiment écrire et qui n'osent pas faire de la scène ou qui aimeraient se lancer dans l'écriture mais qui ne l'ont jamais fait. Et on se rend vraiment compte qu'en fait l'histoire est toujours la même. Il y a plus de femmes qui écrivent, je pense, que d'hommes, mais elles n'osent pas partager leurs textes, elles n'osent pas livrer. Il y a cette peur du regard, la peur d'être jugée, la peur de... Je veux dire, c'est pas pour rien qu'on se maquille, qu'on se fait belle, parce qu'on est stressé, on a peur vraiment toujours de ce que les gens vont pouvoir penser, du regard que les gens vont avoir sur nous, sur notre poésie, etc. C'est vraiment des choses qui nous bloquent encore. Alors que parfois, je vois des hommes, des garçons qui débarquent, ils n'ont rien préparé, ils sont en improvisation complète, ils regardent leurs textes sur leur téléphone, ils perdent la ligne, enfin, ils arrivent, ils ont l'air cool, quoi. On dirait qu'ils sont avec leurs potes, ils sont avec leurs copains. Et nous, quand on arrive sur scène, on est stressé, on est carré, ça doit se passer comme ça, on sait exactement au millimètre près comment les choses doivent se dérouler. Et je pense qu'on a besoin de se lâcher prise, en fait, on a besoin d'oser, on a besoin de se sentir bien, de s'en foutre de ce que les gens vont penser. Et donc, je pense qu'on a besoin de s'encourager entre femmes, et ça fait partie de mes engagements, c'est sûr. Quel chemin, Joey, donc tu viens de Namur, c'est ça, un petit village à côté de Namur? Voilà, ça s'appelle Wardan. Wardan, ok. Il n'y a pas de magasin, c'est ça que tu as dit? Il n'y a rien du tout, il y a un élevage d'escargots. Mon papa est éleveur d'escargots. Ah oui, les escargots de Namur, d'accord. Voilà. Et puis l'ULB, et puis tout ce que tu nous as expliqué tout à l'heure. Est-ce que tu aurais imaginé, quand tu étais petite fille, finir un jour, je sais pas, à Madagascar devant François Hollande? Alors, je rêvais beaucoup quand j'étais petite. Et d'ailleurs, j'ai un texte qui s'appelle Campagne et dans lequel je dis je rêve de la vie, du bruit, de la musique, des voix, des rues, du cirque, de la foule, de la fête, des cris. Donc, si j'ai commencé à écrire, c'est vraiment parce que je m'ennuyais à mourir. Et moi, j'adorais... Des escargots. Voilà, c'est ça. Et je pense que tout était déjà là parce qu'en fait, je créais des spectacles, je me déguisais, je faisais asseoir mes parents pour qu'ils regardent mon spectacle. J'écrivais des bandes dessinées avec des dessins, avec des histoires, etc. Donc, je pense qu'en fait, tout était déjà là quand j'étais petite. Mais après, est-ce que j'osais me dire que j'allais vraiment le faire? Je pense pas. Et surtout, l'adolescence m'a beaucoup éloignée de tout ça parce que quand on devient adolescent, tout à coup, on a la gravité qui nous ramène complètement au sol. Et on se dit qu'en fait, on a trop rêvé quand on était petit, qu'on ne réaliserait jamais rien de tout ça, que ce qu'on fait, c'est pas assez bien, que notre poésie n'est pas assez... Surtout avec l'université aussi, moi, ça m'a beaucoup complexé quand je lisais 35-40 livres par an d'auteurs reconnus. Oui. Et je dois dire, sur mes 5 ans d'études de roman, je n'ai jamais eu un auteur africain au programme. Tout ce que j'ai eu, c'est un auteur haïtien, c'est ce qui se rapproche le plus, mais sinon... donc c'était très... et j'avais vraiment du mal à me retrouver dans tout ça. J'ai décroché de l'écriture, et ce qui m'a fait revenir, c'est de réécouter des artistes que mon papa me faisait écouter quand j'étais petite, Renaud, Brassens, oui, et de me dire vraiment, mais Renaud, il n'utilise aucun mot compliqué, il n'y a rien de... Il ne va pas chercher la formule, c'est simple, c'est la même manière qu'on parle, et pourtant c'est beau, et pourtant ça me touche. Donc ça m'a décomplexée, et je me suis dit, non, écris comme tu parles, écris comme tu es, ne va pas essayer de trouver la formule de style pour l'utiliser spécialement et pour avoir l'impression que... Et donc ça m'a ramené à la simplicité et à l'envie d'écrire des choses simples, qui soient comprises par tout le monde, peu importe le milieu, l'origine, etc. Et donc ça m'a vraiment fait du bien. Et là, je me suis remise à rêver après, mais j'avais 22 ans, 21 ans, quand j'ai vraiment recommencé. Mais j'ai l'impression que l'adolescence, c'est une période où je me suis éloignée de tout ça, où j'avais l'impression que je ne serais jamais capable, que je n'avais pas ce qu'il fallait pour le faire, etc. Et ça aussi, c'est un de mes combats, c'est que je trouve que l'école est très très mal faite.
et des études secondaires. Voilà, moi, si j'avais pu avoir du théâtre à l'école secondaire, si j'avais pu avoir des cours de musique, je sais que ça m'aurait fait tellement de bien pour mon épanouissement. Et j'ai manqué de tout ça et je me suis un peu renfermée dans ma bulle. Il y a certains profs qui le font, mais pas voilà, moi, oui, mais très peu. Ouais, et c'est vraiment une initiative personnelle de profs qui doivent mettre ça dans leur cours, etc. C'est pas à l'école où on dit si vous voulez rester mercredi après-midi, on a un super projet à vous proposer, on va faire quelque chose, etc. Et quand on est assez créatrice comme moi, je me suis retrouvée à étudier mes cours de chimie et à m'ennuyer à 100 à l'heure. Et ça a été un peu, ça a été une période difficile et en même temps, voilà, où j'ai beaucoup évolué et où j'ai remis en question ma pratique. Mais tu as quand même pensé faire roman, donc tu t'es quand même orienté vers les lettres, tu étais une lectrice. Oui. Moi, c'est pour ça que l'école secondaire, par exemple, c'était difficile parce que tout ce qui est sciences, maths, etc., c'était une catastrophe. J'ai toujours été à fond littéraire et mes études m'ont apporté beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'ai une manière de lire qui est différente de celle que j'avais avant. J'ai un esprit critique qui est différent. J'ai une analyse qui, voilà, ça m'a beaucoup enrichi. Mais c'est juste que sur le moment, au niveau créativité, ça m'a complètement bloquée parce que j'avais plus envie d'écrire, j'avais plus le temps, j'avais plus... Et j'ai eu peur de perdre ça complètement. Donc c'est vraiment mon retour, ma découverte de Bruxelles et du milieu culturel à Bruxelles qui m'a redonné le goût et qui m'a rappelé que c'est ça que j'aimais. Parce qu'à Namur, il n'y a pas de cette slam, il y a très peu de choses qui se passent au niveau culturel et artistique, c'est très limité. Et je pense que si j'étais restée là-bas, j'aurais peut-être mis ça de côté. En fait, moi, ce que je me disais toujours, comme j'écrivais en cachette, je me disais un jour j'écrirai un roman. Voilà, quand j'aurai 40 ans, quand j'aurai vécu beaucoup de choses, quand j'aurai du passé, un passif derrière moi, etc., j'écrirai un roman. Et c'est une manière de toujours remettre à plus tard. Non, bien sûr, mais je veux dire, c'était une manière pour moi de mettre à plus tard et de me dire ce que je fais dans l'écriture actuellement, j'en ferai rien et peut-être qu'un jour j'en ferai quelque chose. Et le slam, ça m'obligeait à me dire non, je peux faire quelque chose maintenant de ce que je suis en train de faire maintenant, même si je ne me sens pas prête à écrire un roman aujourd'hui. J'ai plein de textes, pourquoi je ne les utilise pas quoi. À propos de romans, ce sera ma dernière question parce que le temps passe. Tu nous as parlé de Gaël Faye. Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi il faut lire Petit Pays, par exemple, ou d'autres livres? Alors pour moi, il ne faut pas juste lire Petit Pays. Il faut surtout acheter l'album de Gaël Faye qui s'appelle Pili Pili sur un croissant au beurre, qui est magnifique. Et moi, c'est vraiment comme ça que j'ai découvert la poésie de Gaël. Pour moi, c'est vraiment avant tout un slammer et sa musicalité, ses mots, sa poésie, pour moi, m'ont bouleversée. Et après, bien sûr, Petit Pays, ça a été un choc aussi. Il a gardé cette poésie dans sa plume, dans son roman, on sent toute la poésie qu'il a l'habitude de mettre dans ses slams, qui est toujours présente. Et voilà, moi, c'est un roman qui m'a bouleversée. Parce que je trouve que c'est très difficile de faire parler un enfant. Il y a très peu de livres où un enfant est le personnage principal et où j'ai accroché. L'autre, c'est Demain j'aurai 20 ans de Maman Kou. C'est l'autre livre que pour moi, voilà, avec une parole vraie d'enfant, c'est très difficile. Et Gaël, il a une justesse incroyable et ce qu'il raconte, ce que je trouve fort dans ce roman, c'est la manière dont tout ce conflit de la région des Grands Lacs entre les Hutus, les Tutsis, le conflit ethnique qui a eu lieu, et toutes les questions que ça pose, lui a réussi à le remettre dans sa petite enfance et dans son cercle d'amis. Et donc on a l'impression qu'il y a deux cercles, quoi. Il y a le cercle de la violence externe et puis le cercle de la violence au sein même de son propre groupe d'amis. Et toutes ces questions auxquelles on se retrouve confronté, est-ce que je ferme les yeux, est-ce que je m'engage, est-ce que je deviens violent comme les autres, est-ce que je suis en recul et j'ai l'impression d'abandonner les miens. Enfin, c'est des questions, je pense, où toutes les personnes qui ont été confrontées à cette situation-là et à la période du génocide se sont posées. Les gens qui étaient en Europe ont culpabilisé de ne pas être sur place, les gens qui étaient sur place auraient voulu partir. Enfin, où qu'on soit, ça a été difficile à vivre et la manière dont il le raconte avec son regard d'enfant, je trouve, est d'une justesse incroyable. Et moi, je dis toujours Gaël, c'est mon grand frère parce que je le connais un peu, mais c'est surtout, oui. Mais c'est surtout pour moi celui qui trace la voie parce qu'il fait tout ce que j'ai envie de faire, il l'a fait avant moi. Et c'est bien, c'est beau de voir que quelqu'un y arrive et que c'est possible et qu'on peut le faire. C'est super encourageant, quoi. Et voilà, de parler du Burundi dans des textes, il l'a fait. D'écrire un roman en faisant du slam, il l'a fait. Et pour moi, c'est vraiment celui qui trace la voie. Et après, on a qu'une envie, c'est de le suivre. Tu es retourné au Burundi? Alors, je ne peux plus retourner au Burundi. La dernière fois, j'y suis partie 3 mois, c'était il y a bientôt 3 ans. En fait, actuellement, le Burundi est devenu une dictature.
Le président actuel a changé la constitution, a prolongé ses mandats pour pouvoir rester. Et au moment où ça s'est passé, moi je me suis engagée vraiment. Je suis allée au Parlement, je suis allée faire un texte là-bas au Parlement pour parler de la situation au Burundi. Je suis allée dans toutes les manifestations avec les jeunes. Et j'étais tellement persuadée que voilà, ça n'allait pas durer, qu'il allait partir, que pour moi c'était inimaginable de ne pas m'engager. Surtout que je pensais aux personnes de ma famille qui étaient sur place et qui n'avaient pas la possibilité de le faire. Parce qu'il faut savoir que les jeunes qui ont manifesté, il y a eu des manifestations pour la démocratie. Et dans les jours qui ont suivi, on est descendu dans les quartiers où ces jeunes et on a tué au hasard plein de gens. On a déposé les corps un peu partout dans la ville en guise d'exemple pour que les jeunes, en allant à l'école, voient des corps de jeunes de 18-20 ans qu'on a assassinés dans le fossé comme ça. Et voilà, moi je l'appelle ma petite sœur, mais c'est la petite sœur de ma maman, elle a 17 ans, elle vit encore là-bas. On essaie de la faire venir. Encore une fois, les questions de visa et de papier, toujours très difficiles. Et elle me raconte ça. Elle me dit il y a des corps dans les rues. Quand je vais à l'école le matin, je vois des corps. On tire des obus, etc. Et donc moi, je me suis dit, pour eux, moi qui suis ici, qui suis en sécurité, je dois le faire, je dois y aller. Et donc j'y suis allée. Et depuis, j'ai appris que voilà, toutes les personnes qui se sont mobilisées, qui étaient notamment au Parlement, sont sur des listes. Les gens disparaissent, les gens. Donc je ne vais pas prendre le risque, moi, d'y retourner actuellement tant que ce cher monsieur Pierre Nkurunziza sera toujours là. C'est d'une tristesse vraiment extrêmement triste. C'est un homme qui est en train de devenir complètement fou, vraiment de perdre totalement la tête, qui est persuadé qu'il est envoyé par Dieu, etc., qu'il est en mission. Donc c'est pas quelqu'un avec qui on peut raisonner, avec qui on peut discuter. Tout ce qu'on peut attendre, c'est un coup d'État ou quelque chose comme ça pour qu'il parte. Le pays a déjà connu la guerre. En fait, si les gens ne réagissent pas malgré ce qui se passe, malgré les disparitions, malgré les exécutions, c'est parce que c'est un pays qui a connu 10 ans de guerre civile et les gens ne veulent plus retourner là-dedans. Ils préfèrent encore une dictature où on ne peut pas sortir de chez soi plutôt que de recommencer dans la guerre civile. Ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus. Donc moi, je me suis dit, je dois le faire. Et maintenant, je me retrouve dans cette situation où j'ai voilà, mes neveux, mes nièces, mes cousins, mes cousines qui sont en train de grandir sans moi. Je les aide, j'envoie les enfants à l'école. Voilà, je fais tout ce que je peux d'ici. Mais c'est une frustration, c'est très difficile. Et ce qui est difficile, c'est que maintenant, je me dis de toute façon, je ne peux plus y retourner. Donc je voudrais continuer à m'engager et à dénoncer ce qui se passe. Mais en même temps, il y a toujours la crainte de se dire, mais j'ai ma famille qui est là-bas, j'ai ma belle-mère qui est là-bas, j'ai mon mari qui devrait pouvoir retourner là-bas. Et donc, on a toujours cette peur voilà, de mettre les gens en danger et qui fait réfléchir. Là, j'avais écrit un texte qu'actuellement, je ne sais pas s'il va sortir ou pas, parce que voilà. Et là-bas, c'est tellement facile, quoi. Les gens ont disparu, quelqu'un a disparu, et puis voilà, personne ne va jamais savoir ce qui s'est passé. On se dit, est-ce que je vais prendre ce risque ou pas? Donc, quand tu demandais tout à l'heure si on était entendu, ben, ça fait mal, mais de savoir que mon nom est sur la liste avec des journalistes comme Colin Brackman, etc., je me dis, ben, voilà, je suis entendue. Même si c'est pas toujours facile. En tout cas, merci beaucoup. Bien entendu, chez nous, il y a le spectacle Tram 25, ça? C'est ça. Oui. On a bien, c'est une très bonne image d'ailleurs, quand tu dis que tu prends dans l'autre sens. Oui. Qui va retourner voilà, en mai, on aura une sera attentif à ça. Il y a 2 recueils qui sont publiés chez Maelstrom. Ils ne sont malheureusement pas ici, mais on me signale qu'ils sont à la boutique Maelstrom, c'est à Etterbeek, sur la place Jourdan, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Donc vous pouvez aller sur le site Maelstrom ou aller à cette librairie. Je ne connais pas bien les heures d'ouverture, mais vérifiez avant d'y aller quand même. C'est pas ouvert tous les jours, je crois. Non. Et les recueils, le premier c'est L'arbre sans racines d'un pays sans soleil. Voilà. Et le deuxième c'est Tram 25. Voilà. Mais si vous voulez des informations, je peux. Et si vous y allez, vous dites que vous venez d'ici, je crois qu'une surprise vous attend. Ah, voilà, comme ça. Voilà, merci infiniment. Merci. Merci.